Alors maintenant vient le grand moment, le moment de scruter ensemble le grand arbre généalogique des peuples tel qu'il était en Babylonie, c'est-à-dire l'ADN de notre humanité, les germes de notre humanité tels qu'ils étaient ensemble, en famille, en sous-famille, provenant de mêmes racines, et tous frères, cousins, petits cousins, comme vous allez le voir donc sur cet arbre généalogique. Donc voilà l'arbre généalogique des peuples, tel qu'il nous est donné par la Genèse, un document absolument extraordinaire parce que nulle part nous avons une chose pareille, un arbre généalogique qui réunirait comme ça toutes les racines des peuples. Même si après il y a eu des croisements de peuples, des petits croisements de peuples, vous allez voir que finalement il n'y en a pas eu tant que ça. Ça, ce sont les racines des peuples qui ont apporté des véritables cultures, des cultures qui, suivant la Torah, sont des cultures complémentaires. Rappelez-vous toujours que la Genèse voit le monde et la réalité comme un diamant avec 70 facettes et que chaque peuple explore une de ces facettes. Alors ce que vous voyez ici, c'est un arbre généalogique en gros à 3 branches. Vous voyez la branche de Shem, la branche de Ham et la branche de Japhet. Évidemment, ces 3 branches vont préfigurer de nos mondes à nous qui vont être l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Mais n'oubliez pas que cet arbre généalogique date d'il y a 3200 ans. Donc les noms qui sont ici ne sont pas les mêmes que ce que nous avons aujourd'hui. Les noms ont changé, ils ont évolué, les langues ont extrêmement évolué. Mais malgré tout, vous allez voir qu'un certain nombre de peuples, nous reconnaissons parce qu'ils étaient déjà extrêmement connus dans l'Antiquité, à cette époque-là. Donc, vous voyez ici trois branches bien distinctes. Shem, qui comporte 26 peuples, le monde de Ham, qui en comporte 30, et le monde de Japhet, qui en comporte 14. 26, 30 et 14. On arrive effectivement au fameux 70. Alors ce que l'on voit ici aussi, qui est extrêmement intéressant, c'est que tous les peuples ne sont pas apparus en même temps. C'est-à-dire que Shem a eu des peuples fils, Ham a eu des peuples fils, Japhet aussi, mais certains de ces peuples ont engendré eux-mêmes des groupes de peuples, des familles de peuples. Alors, des familles de peuples, on en trouve 7, si vous voulez bien les compter avec moi. On en trouve 2 chez Shem, la famille d'Aram et d'Arparchad. On en trouve 3 chez Ham, dont l'une est la famille de Mitzraïm, l'Égypte, intéressant. Et chez Japhet, on en trouve 2, dont l'une est justement la famille de Yavan. Si vous voyez au milieu Yavan, Yavan c'est la Grèce. Donc on voit que la Grèce ici a engendré 4 peuples. On voit également, si vous remontez vers l'Afrique, vous voyez que l'Égypte en a engendré 8. D'accord? Alors ce sont ce qu'on appelle des sous-familles. À l'intérieur des 3 grandes familles du monde, Shem, Ham, Japhet, il y a 7 sous-familles qui sont extrêmement importantes parce que, comme vous allez le voir, quand on considère les familles par elles-mêmes, dans le monde de Shem, par exemple, il y a 23 peuples qui sont dans ces familles. C'est-à-dire qui font partie d'une famille. 23 peuples sur 26 sont fédérés dans ces 3 familles. Dans le monde de Ham, on en trouve encore plus, on en trouve 29 sur 30 qui sont fédérés en famille. D'accord? Et puis, chez Japhet, on en trouve 9 sur 14. Le fait d'appartenir à une de ces 7 sous-familles est d'une importance capitale. Nous allons le voir par la suite de ces conférences, du point de vue géopolitique, du point de vue historique, du point de vue économique, du point de vue culturel. On va s'apercevoir que, par exemple, quand une famille vient de Yavan, la Grèce, elle va avoir des points communs entre elles et la Grèce, tout en étant différents de la Grèce. Tout comme des fils ou des filles sont différents de leurs parents, de leur peuple parent, mais qui, malgré tout, elles forment une famille. Alors dans ces familles de peuples, il y a
on va voir qu'il va y avoir une forte communauté culturelle, comme je viens de le dire, mais il va y avoir également des échanges économiques très privilégiés. Il va y avoir également une synergie qui va se produire au niveau même de la civilisation, dans le sens où ces civilisations vont connaître des apogées aux mêmes périodes et des baisses et des déclins à d'autres périodes, mais ensemble. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'envers de la pièce, c'est que comme ce sont des familles, ce sont des peuples qui sont en famille, alors comme dans une même famille, on va trouver des rivalités autour de buts communs, puisque finalement les buts, la culture est similaire, donc on peut avoir des buts communs. On peut aussi être rival en se disant « moi, je fais mieux que l'autre, moi j'ai une meilleure réponse à l'autre au même problème ». Donc on peut trouver des rivalités à l'intérieur de ces familles de peuples, et puis on peut aussi également trouver des querelles au niveau d'héritage commun, d'accord, des zones frontalières, des héritages, des terres qui auraient été mal partagées, etc. Alors c'est extrêmement intéressant de connaître ces 7 sous-familles et de bien les localiser. Et vous allez voir qu'on va arriver à les localiser petit à petit. Ça va prendre un peu de temps, mais on va les localiser. Pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose à cette étape de la recherche. Nous avons quelques peuples dont on connaît le nom parce qu'ils étaient déjà extrêmement importants dans l'Antiquité. Nous avons Yavan, comme vous l'avez vu sur le tableau, donc Yavan qui fait partie de la famille de Japhet, qui est la Grèce, que nous reconnaissons comme la Grèce. Nous avons Mitzraïm, qui fait partie de la famille de Ham, que nous reconnaissons comme l'Égypte. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Nous avons également Canaan, qui fait partie également de la famille de Ham, dont nous savons que c'est le pays de Canaan. Nous avons également Aram, les Araméens, c'est-à-dire les habitants de la Mésopotamie. Et nous avons également un peuple intéressant, particulièrement par rapport à l'histoire des Hébreux et du monde arabe, c'est le peuple de Héver. Alors Héver, c'est un peuple dont on ne connaît pas exactement l'identité, mais ce que l'on sait, c'est qu'il descend de Shem, qu'il fait partie de la grande famille d'Arpachshad, qu'on a vu tout à l'heure, une des 2 grandes familles qui font partie de Shem. Et Héver est donc l'ancêtre d'Abraham. Abraham était ivri, et donc c'est de Héver que vient le nom de Hébreu. C'est également de Héver que vient le mot Aravi, puisque Aravi est l'anagramme exact du mot ivri en langue biblique. Donc le peuple d'Héver aussi, dont on ne connaît pas pour l'instant l'identité, mais dont on sait qui il a engendré. Donc nous avons en gros 5 peuples qui nous sont connus déjà à première vue dès la lecture de cet arbre généalogique. C'est la racine des Grecs, la racine des Égyptiens, la racine des Cananéens, la racine des Araméens et celle des Hébreux et du monde arabe. C'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup. Alors au vu des informations que nous avons, qui sont relativement minimes, vous avez vu, nous avons reconnu 5 peuples sur 70, c'est extrêmement minime par rapport aux 65 autres. On se demande si on va y arriver. Alors, il y a quelque chose qui nous donne un petit peu d'espoir, c'est que la Genèse et la Torah en général ne se présentent pas comme un livre d'histoire. C'est ce que dit d'ailleurs le premier commentaire de la Torah, de Rashi, qui est du XIe siècle, qui est le plus grand commentateur probablement de tous les temps, qui nous dit que la Bible, la Torah, la Genèse ne se présente pas comme un livre d'histoire. C'est un livre qui porte des enseignements qui peuvent être lus à chaque génération, simplement en les transposant, en faisant une projection de ce qui est là dans le texte. Alors on peut effectivement trouver des informations qui sont pour les temps présents. Alors, extrêmement difficile de trouver une information pour les temps présents quand on a une liste comme cela, où les noms ont changé tout au long des siècles, et dans lesquels les interfaces finalement souvent nous manquent. Il faudrait, un petit peu comme Champollion, avoir la chance de trouver une pierre de Rosette. Vous savez, Champollion a trouvé une pierre de Rosette où il y avait donc des hiéroglyphes qui étaient traduits en grec,
et grâce à laquelle il a pu déchiffrer les hiéroglyphes et construire toute cette magnifique construction qu'il a faite ensuite pour qu'on puisse comprendre l'histoire de l'Égypte. On pourrait dire que ça serait un peu miraculeux qu'il y ait une pierre de Rosette comme ça pour nous aussi. Et pourtant, voilà, elle existe. Elle existe suivant justement le principe que la Genèse et la Torah n'est pas un livre d'histoire. Le livre des Chroniques, c'est un livre qui a été écrit 7 siècles après la mise par écrit de la Torah, de la Genèse, donc au 5e siècle avant notre ère. Et le livre des Chroniques, comme son nom l'indique, reprend toute la chronologie des personnages qui ont émaillé le texte biblique. Et il le fait d'une façon systématique. Et bien évidemment, il arrive à la liste des enfants de Noé, Shem, Ham, Yafet, les 26 peuples de Shem, les 30 peuples de Ham, les 14 peuples de Yafet. Il les cite in extenso. Et en marge du livre des Chroniques, on trouve une petite note comme ça posée. Voilà, ça c'est notre pierre de Rosette. Une petite note, à peine quelques lignes, qui ont été transmises de génération en génération, en génération en génération, jusqu'au Gaon de Vilna au XVIIIe siècle, et qui nous les transcrit dans le langage de son époque, et qui nous dit, tout simplement, il nous dit Shem, Ham et Yafet, ceci n'est ni l'ordre de leur naissance, et c'est tout à fait exact parce que Yafet est l'aîné, Yafet est le frère aîné des 3, donc ça n'est pas l'ordre de leur naissance, ni l'ordre de leur sagesse, puisqu'ici on n'est pas en train de donner des bons points à la sagesse des peuples, mais celui de leur partage du monde, de leur répartition dans le monde. Shem, Ham, Yafet, c'est leur ordre de répartition dans le monde. Et on considère cela à partir de la droite. Alors pourquoi on considère cela à partir de la droite? Il faut savoir qu'il y a des principes qui sont en sous-jacence de la Torah, qui sont des principes de la Kabbale. Et vous savez que la Kabbale, c'est le niveau le plus profond de la Torah, c'est le 4e niveau, c'est un petit peu comme le super inconscient, comme si on avait un inconscient en nous. Voilà, c'est le fond du texte de la Torah qui vient nous en donner les plus grandes profondeurs. La Kabbale nous dit un principe toujours, que lorsque l'on décrit des choses du point de vue géographique, ou lorsqu'on fait un mouvement, ou lorsqu'on décrit quelque chose d'une manière spatiale, on commence toujours par la droite. La droite, c'est la partie du don, de la donation. En hébreu, on dira ça, la partie du chesed. On commence toujours par la droite. Donc cette note nous dit, attention, ici on a commencé par Shem. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le code, c'est que Shem a pris la partie droite à partir de Babel, bien entendu, puisqu'ici, on quitte Babel. Ici, c'est la grande expansion. On quitte Babel. Donc, Shem a pris la partie droite, puisqu'on commence par lui. Ham et Yafet se sont partagés toute la partie gauche, puisqu'ils sont cités après lui. Ham a pris la partie sud, qui est l'Afrique, et Yafet a pris la partie nord, qui est l'Europe. Pourquoi on a fait précéder le sud au nord? Parce que toujours, pour la Kabbale, la partie sud est la partie donatrice par rapport au nord. C'est la partie énergétisante du nord. Donc on commence par la droite, ensuite on va vers la gauche, le sud et le nord. Ainsi nous dit cette note du Gaon de Vilna, ramenée par le Gaon de Vilna, qu'on va voir, on va voir qu'elle a servi au Talmud plus de 1500 ans plus tôt. Cette note nous dit donc que les 26 peuples de Shem sont partis vers l'Asie, les 30 peuples de Ham sont partis vers l'Afrique, et les 14 peuples de Yafet vers l'Europe. D'abord, avant tout, on situe Babel, on va situer Babel. Alors on va prendre les moyens du bord, Wikipédia,
les encyclopédies, tout ce qu'on peut trouver sur Babel, et on trouve que Babel, l'ancienne Babel, se trouve à une latitude de 32 degrés nord, 32 degrés et des poussières, et qu'elle se trouve à une longitude de 44 degrés est. Voilà. Alors, on vous les représente ici. Donc Babel, d'abord la longitude, 44 degrés est de Greenwich, et puis à partir de cette droite et de cette gauche, puisque finalement cette ligne verticale nous a tracé une droite et une gauche du monde, deux parties de la planète. Donc Shem prend la partie droite, qui est l'Asie. Et puis on va voir Ham et Yafet qui se partagent la partie gauche. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui va délimiter entre le monde de Ham et de Yafet? Ça va être tout simplement la latitude, une ligne donc qui passe par Babel et qui est la 32 degrés nord et qui va faire le partage en 3 cadrans autour de Babel. Une partie à droite, l'Asie, le monde de Shem, 2 parties à gauche, une au nord, l'Europe, une au sud, l'Afrique, et la limite va être cette ligne 32 degrés nord. On va être extrêmement précis tout au long de ce travail. Pourquoi ? Parce qu'ici c'est un travail de vérification. Nous sommes en train de faire un travail de vérification sur une information qui date effectivement de 3200 ans, avec une pierre de Rosette qui nous est donnée sur un texte d'il y a 2500 ans, autour de Babel, et on va jouer le jeu jusqu'au bout. Il n'est pas question ici de faire des à peu près. Nous allons prendre strictement ces 2 lignes pour séparer le monde en 3 cadrans, et nous allons voir si on va pouvoir projeter cela dans notre monde d'aujourd'hui.